Bonjour, alors voilà, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été présente. J'ai eu quelques soucis de santé, plutôt graves même. Donc voilà le pourquoi de mon absence. Alors nous allons reprendre donc les chroniques au sujet de différents tarots, notamment des nouveautés, et aussi des tarots qui sont beaucoup plus rares à trouver, qui sont devenus extrêmement rares et donc qui font partie de ma collection. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un tarot que j'utilise très très souvent, qui s'appelle Blue Messia. Donc, je vous montre la boîte. Donc, ce sont des cartes de transformation. Les images sont magnifiques, extrêmement colorées, très cosmiques, avec des bleus qui sont profonds. Il y a beaucoup de densité. L'auteur donc de ce jeu est Narl Anastasia, que je n'écorche pas son nom et son prénom. C'est aux éditions Rockpool Publishing. Voilà. Donc voici le dos, la quatrième de couverture sur la boîte qui présente donc le jeu composé de 36 cartes. Vous avez dedans donc les lames majeures et des lames mineures. Donc je vais vous montrer l'intérieur, comment elle se présente. C'est en livret avec une partie aimantée. On a le petit fascicule explicatif avec à chaque fois la carte, plus effectivement la dénomination, le sens de la carte, avec chaque fois un chakra, hein, une référence avec un chakra. Donc on est sur des cartes de transformation et je dirais même des cartes de guérison, hein, lorsque on étudie bien ce jeu-là. Donc le jeu de cartes, 36 cartes comme je vous disais, le dos des cartes est comme ceci. Extrêmement beau, hein, avec vraiment des couleurs qui sont extrêmement chatoyantes, douces. Voilà. Et donc les lames sont présentées de cette façon-ci. Donc là on est sur la lame 21, on serait donc sur le monde. La lame numéro 1, l'authenticité, on serait donc sur le mat. La grande prêtresse, on serait sur la flamme bleue, ce qui correspond au domaine des idées, des stratégies, des projets. Le 3, on serait sur l'impératrice, donc on est sur le messie en fait, hein, on est sur l'action. Le 4, on serait sur l'empereur par exemple, donc on est sur l'étoile bleue. Le 5, on serait sur le pape, on serait sur donc la méditation, la conscience, la maîtrise. Le 6, on est sur ce qu'on appelle les amants dans le jeu du tarot, ou l'amoureux. Et donc, en fait, on est sur le domaine des perfections, de la créativité. On est sur le domaine de la fusion, de l'éclatement, de l'expansion, de l'ouverture vers l'extérieur, donc en termes de projet. Le 7, on est dans le domaine justement de l'évolution, on est sur la carte de tremplin du chariot, et donc là on est sur effectivement un agent énergétique, donc on est sur une impulsion, on est sur un tremplin, on est sur l'annonce de quelque chose qui va dépasser donc l'étape originelle, qui est synonyme de progrès. On est sur la lame 8, donc sur l'échange d'énergie, donc on serait sur la force par exemple, donc on est sur un domaine qui traduit bien en tout cas la circulation des énergies, la circulation du projet, qui a aucune entrave. On n'est pas sur une carte de blocage, bien au contraire, on est sur une carte de fluidité, d'expansion, de rapidité. Le 9, on serait sur l'ermite, donc on est sur un aspect vraiment extrêmement centré en cohésion entre l'univers, les énergies célestes et les énergies souterraines. Là, on vous donne la dénomination d'évolution, mais on serait beaucoup plus sur une situation d'ancrage, hein, de réceptivité encore avant d'aboutir sur l'étape d'une dynamique. Hein. Là, on est sur la foi, donc on est sur le 10, on est sur l'univers, on est sur la carte de la roue de la fortune, donc on est sur la réceptivité, la rapidité en termes de temporalité. On est sur le 11,
Donc sur le faux Dieu, hein, on est sur la justice, donc on est sur la méfiance, sur le fait de réviser, de corriger ses actions, mais de réviser ses jugements pour être sûr que on soit dans ce qu'on appelle les valeurs cardinales, hein, qu'on soit dans un but qui soit noble et donc s'il est noble, il sera appuyé. Donc c'est extrêmement important, c'est une étape importante hein, dans le processus du tarot, la carte numéro 11. Suivant effectivement l'emplacement de cette carte, les projets peuvent être complètement déconstruits, peuvent être complètement ruinés, affaissés. Là, on est sur la carte numéro 12, donc on serait sur la carte du pendu, hein, donc on est sur la boîte de Pandore, donc c'est une carte généralement qui peut être double, soit de blocage, soit au contraire de pause, donc ça veut dire qu'il faut laisser un petit peu du temps passer, c'est qu'une question de temps, mais on n'est pas dans une carte de rapidité, au contraire, on vous demande d'être patient, d'être réfléchi, de faire preuve de vigilance, et puis de voir un petit peu comment se comportent les gens autour de vous, votre environnement, suivant l'objectif qui est dans votre viseur, hein, dans votre cible. Là, on est sur le 13, donc on est sur une carte de mort, une carte de deuil, mais ça peut être aussi une carte effectivement de transformation. Donc ça veut dire qu'il va falloir lâcher des choses et passer effectivement, repasser à zéro, hein, partir sur de la nouveauté. Donc vraiment se dégager de tout. Et suivre, hein, vous voyez qu'on avait la carte du compas et du cœur, on est sur une boussole en fait, hein, donc suivre vraiment son intuition, suivre son essence, ce qui nous anime, ce qui nous habite, hein, et pas au contraire suivre son mental ou ses peurs, se rattacher à ses peurs ou le matériel, au contraire être prêt à tout lâcher pour aller de l'avant, pour suivre ce qui nous anime. Donc là on est sur la carte numéro 14, je la montre mal. Donc la tempérance, on est sur une femme, sur un ange, ce qu'on appelle l'androgyne de Platon. Et voyez bien qu'on est sur une carte qui est extrêmement énergétique, hein, qui a tendance à s'effiloucher, à aller un petit peu dans tous les sens. Donc c'est une carte qui est double, qui peut signifier à la fois de la dispersion, donc il va falloir se concentrer, mais ça peut être aussi une carte qui est synonyme justement d'intuition, hein. On a l'intuition, on est complètement guidé et habité. On n'a pas de peur, hein, on n'a pas à être animé par la peur, au contraire, on doit être dans l'ouverture, le dégagement, l'élan. Hein. C'est une carte aussi qui est très très souvent assimilée au rapport aux relations amicaux, hein, donc l'amitié. Et possiblement aussi avec une relation avec un enfant. Ça peut être son enfant à soi, ça peut être aussi son enfant intérieur, mais généralement c'est une carte qui évoque ce qu'on appelle la blessure karmique, c'est-à-dire les blessures liées à l'enfance. Hein. On est vraiment sur ces choses-là. Donc généralement, il y a quelque chose à guérir, à réparer. Là, j'ai dépassé une carte, on est sur la carte numéro 20. Donc le 20, on est sur le jugement. Vous voyez bien qu'on est sur un personnage qui est un petit peu craquelé. Hein, c'est synonyme de tombeau, de personne qui justement doit s'ouvrir, doit laisser muer son ancienne peau pour aller sur une renaissance, un renouveau personnel. On est comme sur un personnage qui est très chamanique, qui est indien. Donc vraiment laisser les éléments, on va dire, naturels, hein, qui nous constituent, laisser sa vérité, son authenticité transparaître dans son langage, dans son action. Vous voyez qu'on est sur un personnage qui a les yeux fermés, donc cela évoque une extrême concentration, mais concentration d'énergie hein, aussi, donc de rassembler toute son énergie, de rassembler tous ses efforts pour servir effectivement un objectif bien précis. Généralement, le 20, ça peut concerner les idées qui sont beaucoup plus importantes que soi, hein, qui ont des enjeux, ce qu'on appelle des enjeux cosmogoniques ou des enjeux liés à l'universalité. Donc, on est sur des aspects qui concernent la citoyenneté, la politique, l'humanitaire, etc. Là, par exemple, on est sur la carte numéro 15. Donc, on est sur le diable, en fait. Hein. Donc, c'est l'adversaire. Mais l'adversaire qui nous fait progresser, hein. C'est parce qu'il y a un adversaire en face de soi, c'est parce qu'il y a un opposant que forcément on va devoir se regarder dans le miroir et corriger des travers, des déviances. Vous voyez bien qu'on est sur un personnage d'ailleurs, un homme en bleu qui est couvert, qui est chapeauté par non pas un diable mais par un aigle bleu. J'aime beaucoup cette carte parce que justement cette
allégorie du diable que l'on retrouve très très souvent dans le tarot, là au contraire est beaucoup plus poétique, elle laisse transparaître justement l'initiation, hein, ce qu'il y a dans le caractère initiatique du diable, donc il faut se laisser animer par, traverser la bestialité, se laisser animer par sa bestialité pour rencontrer justement l'éther, ce qu'on appelle l'Adam Kadmon, c'est-à-dire la part de l'ange qui est en nous, la part de divinité. Vous voyez bien qu'on est sur un homme en bleu, et justement dans l'art indien ou dans des cultures sémites, indo-européennes, justement, hein, si on regarde aussi tous les travaux de Georges Dumézil, qui était un philosophe et un sociologue, on verra bien que dans toutes ces cultures-là, les hommes, les géants, les néphilim et aussi les personnes descendues des astres, des dieux, de la descendance divine, ont tout le temps le sang bleu ou sont peints en bleu. Donc pourquoi cette relation au bleu? Justement par rapport au divin, par rapport au cosmos, de façon à dire que la personne est élue. Donc si justement vous tirez la carte du diable dans votre jeu, ne le voyez pas comme quelque chose d'effrayant. Au contraire, voyez-le comme quelque chose qui pointe du doigt votre divinité, votre, comment vous dire, votre lumière, hein, le fait d'avoir une lumière qui grandit, qui croît, qui se développe en vous et qui va vous amener justement à vous développer. Et donc là, généralement, la carte du diable, c'est une carte qui vous amène à rencontrer votre divinité, à embrasser le meilleur qui est en vous. Donc ça, c'est une très très bonne carte. Le 16, donc le 16 c'est une carte aussi d'initiation, hein. Généralement il faut déconstruire pour se reconstruire. Vous voyez bien qu'on est sur un séraphin, sur un ange avec des ailes bleues, des ailes enflammées, donc qui fait corps avec l'univers. D'ailleurs au niveau du plexus solaire, on est sur une forme de lemniscape, hein, qui commence à se détacher, donc qui commence à rentrer en fusion avec les éléments de l'univers, mais voyez bien que comme il est détaché, on vous dit que la carte est à double sens. Donc on peut autant s'attacher à son projet et rencontrer un point de fusion, tout comme on peut aussi se détacher de l'objectif. Donc on est vraiment sur quelque chose où on vous dit attention, ayez de l'ancrage. On a bien un personnage dont les pieds sont coupés, hein, donc ayez bien l'ancrage et soyez ouverts, prêts à recevoir, mais essayez d'avoir une identité. Hein, on est sur un personnage qui n'a pas de regard, qui n'a pas de nez, qui n'a pas de sens. On est sur un caractère qui est purement idéologique, hein, en termes de cartomancie. Donc méfiance sur les idées, méfiance sur l'idéologie, les conceptualisations, et essayez d'identifier, d'assimiler ces idées par rapport à des objectifs bien concrets. Hein. Donc on est sur ces vibrations-là. En 17, bien, on est sur la carte de l'étoile. Alors, pour le coup, on n'est pas sur une étoile avec les stries ou ce qu'on appelle la Merkaba, hein, avec les pics, les triangles. Là, on est beaucoup plus sur, on va dire, un aspect symbologique. L'étoile, c'est la lune. Hein. Étrangement, dans cette carte-là, on est sur un astre qui est extrêmement lunaire, qui est en circonférence. Dans la culture indienne, par exemple, tout ce qui était en cercle était la représentation de la perfection. Hein. L'atome est en cercle, toutes ces choses-là sont en cercle, les cellules sont en cercle. Donc c'est le symbole de la perfection et de la relation au nombre d'or. On est sur 17, donc on est sur le fameux 8, donc la spirale. Hein. Et là on est sur un but, le but qui sert la vie, mais la vie aussi éternelle, parce que la relation avec le cosmos. Donc la carte numéro 17, généralement, vous invite à garder de l'espoir, à vous diriger sans peur et en ayant foi en vous et foi en l'univers. Là, en numéro 18, en carte numéro 18, décidément, je ne suis pas assez réveillée. On est sur la carte du magnétisme. Ça aurait pu être une carte qui aurait pu fortement s'assimiler, par exemple, sur la carte numéro 15, parce que le magnétisme, c'est une vibration qui est beaucoup plus dirigée, par exemple, sur le numéro 15, et notamment sur le diable. Là, étrangement, on l'a sur la vibration numéro 18. On est sur, finalement, le vagin de l'univers, sur le calice, ce qu'on appelle le calice de l'univers. Et donc, on est sur le vase, hein, le vase des séraphins dans la Kabbale, par exemple. Et donc, on est sur la lune. Donc, cette pièce maîtresse du jeu, là, est représentée non pas par la lune au niveau iconographique, mais sur le calice, sur l'aspect fécondateur de la lune. Donc, vous voyez bien qu'on est sur un vase, hein, pratiquement. Donc vraiment c'est l'aspect de la fécondité qui est extrêmement mis en valeur sur cette carte.
La carte numéro 19 pour finir, hein, puisqu'on a fait pratiquement les 21 lames majeures du tarot, avec ce jeu-là qui est plutôt un jeu oraculaire et des cartes de transformation, on est sur la méditation, on est sur le soleil. Donc là, on est, voyez, d'ailleurs pour la référence au soleil, on est avec les cornes, les cernes hein, des cerfs. Et donc du coup, on est sur les antennes, hein, on est en rapport avec le soleil, l'univers cosmique. Et vous voyez qu'on est toujours sur cet homme en bleu, l'homme divin, l'homme sacré, avec le plexus. Et le plexus, le chakra du plexus, est fortement relié là aussi avec le soleil. Donc j'espère que j'ai été assez rapide, synthétique et claire pour bien vous expliquer, on va dire, en gros, quel est le jeu, quels sont